François-Xavier, et tu t'en occupes. Bonsoir. J'ai une question qui s'adresse à vous quatre, enfin, peut-être moins à Pierre-Yves, parce que je pense savoir ce qu'il pense là-dessus, mais donc, je vous l'adresse à vous tous. Est-ce que la première condition pour un redressement économique du pays, selon vous, est-ce qu'elle ne passerait pas par une réhabilitation des prérogatives de la Banque de France pour pouvoir prêter à l'État donc à un taux très très bas? Voilà. Ah, c'est la fin de l'euro, quoi. Mais voilà, grosso modo, c'est la question de la fin de l'euro, quoi. Est-ce qu'il faut s'en débarrasser? Je pense que c'est ça, surtout. Non, je crois qu'il va nous débarrasser lui-même. Il n'y a pas besoin de... Monsieur Lamarche. Si la question est la fin de l'euro, je pense que l'euro va mourir de lui-même. Il n'y a pas besoin de lui appuyer sur la tête, il le fait tout seul. Donc je pense que c'est juste une question de temps. Et vu que les choses ont l'air de se précipiter pas mal, je pense que ça ne va pas trop tarder. D'une façon explosive ou d'une façon ordonnée? Justement, qu'on essaye de faire les questions aussi de manière ordonnée, ça sera pas trop mal. J'ai rebondi. Voilà. Alors moi, je vais peut-être apporter une petite touche d'optimisme. Et au bout d'une heure et demie. C'est parce que la fin. Le dollar, c'est une montagne de dettes. L'Europe, c'est une montagne de dettes hétérogènes, non remboursables. Le Japon, c'est un Fujiyama de dettes, un Mont-Saint-Hélène aux États-Unis. Bref, toutes les monnaies sont aujourd'hui complètement bancales. Peut-être qu'avec la montée en puissance de la Chine, peut-être que ce qui se dessine, alors je ne sais pas si ça va se faire vite ou pas vite, peut-être, mais là j'extrapole, c'est peut-être une sorte d'utopie, mais peut-être que l'on s'en va vers la mise au point d'une espèce de nouvelle méta-monnaie qui ressemblerait un petit peu à ce qu'on appelle les DTS auprès du FMI, les droits de tirage spéciaux, monnaie composite, et à ce moment-là, tout le monde serait sauvé. Tout le monde serait sauvé, parce que l'euro complètement bancal n'aurait pas le temps de mourir, qu'on créerait déjà une nouvelle architecture monétaire, le dollar n'en serait plus qu'une composante, et là-dedans je pense que le yuan serait peut-être l'élément stabilisateur, parce que c'est vrai que la Chine, sa richesse est assise effectivement sur de la production, pas que sur de l'économie virtuelle, et en plus de ça, ils ont le monopole des terres rares, ils ont de plus en plus d'or, de plus en plus d'argent, il y a une vraie richesse qui peut servir de base effectivement à une nouvelle monnaie qui serait elle reliée davantage, peut-être une monnaie plus aristotélicienne, reliée plus à un aspect marchand qu'une monnaie platonicienne où on considère simplement que c'est juste un support d'échange, une monnaie fiduciaire. Là on aurait enfin une monnaie équilibrée entre la fiducie et le constat qu'elle correspond bien aussi à une croissance, à un rythme humain de l'économie mondiale. C'était ma petite minute d'optimisme. Hein. Je reviens à la parenthèse. C'était ta lettre au Père Noël? Et oui, il me semble de toute manière que, de toute façon, il faut que chaque État puisse pouvoir maîtriser sa propre monnaie. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire le retour aux monnaies nationales pour les pays où il n'y a plus de monnaie nationale, ce qui n'est pas la plupart des pays du monde, et ça c'est tout à fait évident. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux systèmes dans lesquels il y a une monnaie unique, c'est le franc CFA et l'euro. Et donc il faut que ces pays-là puissent récupérer leur propre monnaie et que chaque État puisse être capable de pouvoir gérer sa propre monnaie, donc d'avoir non seulement une politique monétaire, mais en plus, fondamentalement, une politique d'échange. On va dans la salle. N'attends pas mon top, hein, discrimine, hein, vas-y, bonsoir le micro. Je reviens un petit peu au début de votre exposé, quand vous parliez d'une transition plus que d'une crise. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à avoir un système qui pourra fonctionner sans croissance? Parce que c'est un petit peu l'enjeu des années qui viennent, avec l'épuisement des ressources naturelles, tout d'abord. Je peux me dire. Spécialisé en énergie, je peux. Là par contre, je vais me permettre
Je vais me permettre de répondre, vu que l'épuisement des ressources en intelligence économique, où nous on est, ça dépend comment on nous considère, si on est les anges gardiens ou les barbouzes des grandes entreprises françaises, disons que nous sommes avant tout consultés là-dessus. Or, un système pensable sans croissance, si vous voulez, il y a énormément de réflexions qui pour l'instant sont entièrement théoriques là-dessus. Nous avons avant tout fondé l'ensemble de nos systèmes économiques et de nos discours, ce qui est beaucoup plus prégnant dans la tête des gens, sur une société vivable à partir de tant de pourcents de croissance. Et de rééduquer les populations, particulièrement en Occident, je veux dire, c'est mal parti. Ensuite, un système d'allocation des ressources. Si les ressources se raréfient, a priori c'est vraiment le cas, en tout cas pour les terres rares, métaux rares, c'est sûr. Pour le pétrole, ça a l'air mal parti. Et même pour des ressources auxquelles on pense moins, je vous rappelle que l'énergie du 21e siècle, ce sera le charbon en chiffres. Ce sera même pas le pétrole encore. Ça l'est déjà. Ça l'est déjà, hein. Ça l'est déjà. Or, fondamentalement, les systèmes aujourd'hui, l'état de réflexion en Europe occidentale, aux États-Unis c'est beaucoup plus présent, mais l'état de réflexion de l'allocation des ressources en termes de pénurie et du pouvoir politique qui sera capable d'y répondre, elle est au degré 0. Elle est au degré 0. Donc, est-ce que d'autres seront prêts pour nous? Très difficile. Ou avant nous? Très difficile à dire. La Chine, je pense pas. Je pense pas pour le coup, avec un marché intérieur qui est de très loin inférieur, je pense qu'on est d'accord aux 300 millions que tout le monde entend sans la moindre preuve. Mais la Chine s'est mise dans l'ultra-productivisme. Les États-Unis, je n'y crois pas 2 minutes, mais en tout cas, ce ne sera pas nous les premiers à gérer ce problème-là. Ce ne sera pas, en tout cas, le résoudre. Parce que pour ça, il faut un État, il faut un plan, il faut quelqu'un qui pense à la prochaine génération et pas à la prochaine élection, et il faut un président de la République qui a une maîtrise. C'est pas contre lui en soi, hein. Ils sont tous comme ça, qui a une maîtrise de son agenda supérieure à 3 jours. Et ça, pour l'instant, c'est une question importante, mais pour l'instant, la réponse des institutions, comme c'est Philippe Baumard qui avait eu ce très bon mot, c'est le vide stratégique. Voilà ce que c'est la réponse. Ça va. Comme ça, j'ai terminé, je les ai achevés, ça y est, on peut aller prendre un café. Bonsoir messieurs. Moi je voudrais savoir s'il y a quelque chose à craindre avec l'entrée du marché transatlantique. Je voudrais savoir s'ils ne sont pas en train de nous concocter une monnaie assez défavorable pour les Français peut-être. C'est une question, hein, j'en sais. Alors, est-ce que le marché transatlantique arrive à l'union monétaire? C'est le nouvel accord OMC. C'est le accord transatlantique et transpacifique. Est-ce que ça va aller vers l'union monétaire pour vous? Qui la prend? Moi j'ai déjà répondu là-dessus. Enfin, j'ai déjà parlé de la méta-monnaie. Ouais. Mais vraiment la monnaie... Le marché transatlantique, ça correspond à je te refile mes produits et surtout tu viens pas chez moi. En gros, c'est un peu ça, si vous voulez. C'est encore une fois, ça ne va que dans un sens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent le cas avec les Américains. Donc, je doute que cet accord soit meilleur que les précédents. Oui, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en ce qui concerne donc, ces tentatives de créer donc, des espaces de commerce plus ou moins cohérents, il ne faut pas oublier que les États-Unis détiennent le privilège de mettre la monnaie internationale et de pouvoir acheter les biens du monde avec du simple papier. Par exemple, quelqu'un comme Eichen Green, par exemple Barry Eichen Green, disait dans un texte publié en 2011 aux États-Unis, dans de l'université de Berkeley, il disait quelque chose qui me paraît fondamental, c'est que les États-Unis donc tirent un bénéfice avec ces privilèges exorbitants de mettre la monnaie internationale, tirent un bénéfice de l'ordre de 1000 milliards de dollars par an.
Ce qui veut dire, donc, pour ce qui est l'année 2010, c'était 2 fois la valeur des exportations de la France et 100 fois la valeur des exportations du Brésil. Ça nous donne une idée donc, du grand problème qui est à la base. C'est-à-dire qu'il y a un grand déséquilibre. Il y a un pays qui détient non seulement les droits d'émettre la monnaie internationale et de pouvoir donc acheter les biens du monde avec du simple papier, mais en plus de pouvoir conditionner par cette émission monétaire les droits, l'économie et la politique internationale. C'est ça le grand problème. Donc le problème, ce n'est pas d'arriver à trouver un espace de marché libre, plus ou moins libre, etc., comme on tente de le dire. Actuellement, c'est comment sortir du système dollar et comment sortir du système de l'euro. C'est ça le grand problème. Alors, FX, tu prends ces cartes-là et terminé. Bonsoir. C'est bien ce que vous dites. Tout ce que j'entends, c'est très gai, très optimiste. Mais quelles sont vos solutions, s'il vous plaît, messieurs? Qui la veut? C'est celle-là, là. Bon, vous avez vu que j'étais le plus rapide pour m'emparer du micro. Vous avez vu qu'on s'est tous jetés dessus à une vitesse absolument prodigieuse. On est tous capables à cette table d'être maître du monde, il suffit qu'on nous le propose. Et c'est vrai que lorsqu'on se réunit, qu'on déjeune ensemble, on a une liste de solutions aux problèmes du monde. Vous seriez absolument hallucinés. Voilà. Mais bon, comme on a envie d'être tranquille avec nos épouses, avec nos enfants, on a refusé tous les postes ministériels, toutes les invitations du Bilderberg Group pour proposer notre nouvelle architecture du monde. Donc sérieusement, quelle solution on a? Moi je vais vous dire très modestement mon niveau, je crois qu'on peut agir nous dans notre périmètre rapproché, participer à des associations, participer à des think tanks, c'est ce qu'on essaye tous les uns et les autres de faire. Les solutions globales, je veux dire qu'aujourd'hui, au-delà de l'utopie, il ne suffit pas seulement d'avoir l'idée de, il faut en plus de ça faire partie d'eux. C'est-à-dire que si vous êtes Goldman Sachs, que vous avez dans votre manche 3 banquiers centraux, que vous avez Peter Sutherland qui est à la tête du Bilderberg, qui est également dans tous les grands cercles d'influence, etc., quand vous avez des conseillers qui marquent à la culotte chacun des membres de la Fed, et les nouveaux qui vont être nommés en janvier, vous pouvez être sûr qu'il y aura 2 ou 3 personnes de chez Goldman Sachs pour leur dire voilà mon coco, tu prends tes nouvelles fonctions, voilà comment ça se passe. Donc il ne suffit pas d'avoir l'idée d'une solution, il faut aussi aujourd'hui faire partie du grand cercle qui exerce de fait un certain pouvoir. Voilà, donc des solutions, je pense qu'effectivement, on rêve tous d'en avoir, mais soyons modestes. Non, c'est pas une réponse. En admettant que vous ayez le pouvoir, qu'est-ce que vous feriez? C'est-à-dire que je viens de le dire, l'essentiel pour pouvoir sortir donc de la situation dans laquelle on se trouve au niveau international, c'est tout simplement, bien entendu, sortir du système dollar, ce qui n'est pas évident. Et deuxièmement, donc pour ce qui est les pays où il y a une monnaie unique, c'est sortir de la monnaie unique et que chaque pays puisse gérer ses propres réalités. Et après, bien entendu, au niveau international, il va falloir créer une monnaie internationale. Normalement, ça devrait être l'étalon or d'une manière spontanée, ça c'est tout à fait évident, comme monnaie internationale. C'était l'idée de Karl Polanyi déjà. C'est quelque chose de fondamental. Et c'est-à-dire non pas revenir au système de l'étalon or anglais, comme on l'appelle, de la fin du 19e, début du 20e, mais tout simplement avoir une monnaie internationale, c'est-à-dire un instrument qui puisse être capable d'assurer et garantir l'égalité des chances dans la concurrence internationale. Et il n'y a pas qu'un seul. Pour moi, de toute façon, c'est l'étalon or. Merci. Monsieur Delamarche, je vais conclure sur cette question. C'est encore peut-être une question au milieu. Je pense qu'il est un peu utopique de penser que nos chers dirigeants vont se réunir demain pour penser aux problèmes du monde et trouver une solution. Vous n'aurez jamais, à mon avis, de réunion à froid. Donc vous l'aurez en pleine crise, quand ça va péter. Et quand ça va péter, il se trouve que la plupart du temps, quand vous réunissez
20 imbéciles autour d'une table, ça donne pas quelque chose de génial. Parce qu'ils ont peur, parce que c'est la panique, parce que c'est en train de s'effondrer, et qu'en général, il ne sort pas de ça quelque chose de sereinement pensé. Donc, vous pouvez être sûr que là, ils nous concocteront quelque chose qui sera un peu comme l'euro, c'est-à-dire qui pètera 20 ans plus tard parce que ça a été mal monté. Voilà, donc je ne suis pas très optimiste là-dessus. Alors je sais que Philippe vient de nous écrire sa lettre au Père Noël en disant qu'on allait créer une monnaie mondiale. Je serais ravi que ça soit ça. Je serais ravi qu'ils se réunissent le 24 décembre pour nous sortir quelque chose comme ça, mais malheureusement, je n'y crois pas. Juste avant de prendre les dernières questions, il y a aussi un facteur qu'on oublie, et je vous remercie Monsieur Lamarche d'avoir dit ça ne sera pas à froid. Si vous voulez, aujourd'hui, pour les côtoyer de temps en temps, je suis pas sûr que vous voyez, c'est pas tout à fait des idiots, c'est vrai, qui nous gouvernent. Avant tout, c'est des lâches, d'abord. Le idiot ensuite. Mais le problème, si, malheureusement, si. Malheureusement, si. Malheureusement, si. Je vais vous expliquer une chose. Moi, j'ai interviewé l'homme qui avait sauvé l'Argentine. Lavagna, Roberto Lavagna. Vous savez pourquoi il a sauvé l'Argentine? Pourquoi il a dévalué le peso argentin, ce qui avait sorti l'Argentine pendant plusieurs années de troubles, mais de troubles à la fois économiques, sociaux et sécuritaires énormes? Parce qu'il s'était pointé un matin, il était ministre du Travail, son Premier ministre avait pris l'un des derniers hélicoptères militaires et s'était barré. Il s'était barré dans la nuit, et d'ailleurs il vit toujours, je crois, en Colombie après un long séjour en Californie. Or, et on lui a dit, chef, qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, bon, on dévalue. Et il a tenu, il le dit lui-même, contre l'entièreté disons, de ce qu'on pourrait appeler les grands représentants d'intérêts mondiaux, et particulièrement contre un Français dont on va réentendre parler bientôt certainement à la Commission, qui était Monsieur Lamy. Mais lui-même ne revenait pas de ce qu'il avait pu faire. Or, je ne vois pas quel type d'homme, quel type de femme peut, sans une crise majeure, faire évoluer un système, à condition en plus qu'il soit dans le bon pays. Parce que moi, j'aime beaucoup l'exemple islandais. Oui, mais c'est l'Islande. Voilà, c'est l'Islande. Moi, on m'a interrogé plusieurs fois en disant est-ce que c'est possible en France? Je lui ai dit il y a un problème d'échelle. Il y a un problème d'échelle. Et Chypre, il n'y a pas de problème d'échelle. Chypre, c'était une opération test pour piquer l'épargne des gens. Vous pouvez le faire n'importe où. Hein. On a ouvert les banques chypriotes 5 jours de plus à Londres pour éviter que Poutine tape trop du poing sur la table parce que lui, il en est capable. Point. Voilà, tu en prends. François-Xavier, prends une là, une là. Ouais, plus de temps. Voilà. Bonsoir messieurs, merci pour vos interventions ce soir et toutes les semaines sur BFM. Vous êtes très critique à l'égard du quantitative easing et je voulais un peu avoir votre avis sur 3 remarques qui concernent un peu le quantitative easing. Donc d'abord ce que vous pensiez des monnaies virtuelles et de Bitcoin par exemple, qui est... je sais que c'est très volatile, vous allez dire, mais qui est un peu un moyen de... Enfin, les défenseurs du Bitcoin... Question. Passer à la question. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez du Bitcoin. Ensuite, j'ai vu récemment que mon député prévoyait de faire passer... de taxer la revente des métaux précieux. Donc on sent qu'ils n'aiment pas qu'on ait de l'or. Non, déjà le cas, pardon. Ah ouais, ça c'est pas une nouvelle. Ils aiment mais pas. qui vont augmenter la taxe sur les métaux précieux. Et enfin, j'avais une troisième remarque, c'était un ministre sous De Gaulle qui s'appelle Monsieur Jeanneney, qui préconisait en période de risque de déflation comme aujourd'hui, on est en déflation d'ailleurs, mais qui préconisait le dividende citoyen. Donc c'était en gros du quantitative easing. Mais sauf qu'au lieu de le laisser dans le système bancaire, comme vous avez très bien expliqué tout à l'heure, c'était divisé parmi tous les citoyens, et comme ça on avait de l'argent dans la poche, on augmentait les revenus et on consommait plus. C'est Noël.
Esprit de Noël, es-tu parmi nous? Vas-y, Philippe. Allez, comme ça, prenez les trois, comme ça on prend encore les dernières. Jette-toi sur le micro. Bien, alors merci d'avoir évoqué la mémoire de Jean-Noël Jeannet. J'admire. Malheureusement, depuis 1980, on sait qu'il a été décidé du côté des monétaristes de l'école de Chicago, reprenant on va dire, le corpus théorique du Mont Pèlerin, etc., des monétaristes à la Ludwig von Mises et quelques autres. Je crois que c'est M. Rothbard aussi qui a théorisé ça. On a décidé que le partage de la richesse ne se ferait pas dans le sens du dividende citoyen. Pourquoi ? Parce que on considère chez les monétaristes que les États ne sont pas raisonnables, qu'ils ont une tendance à s'endetter, parfois sans limite. Par contre, les banquiers, eux, savent ce qu'ils font. On en a tous la preuve, on a eu la preuve en 2007-2008, on sait que les banquiers, eux, au moins, sont des gens qui sont compétents, sérieux, etc. Donc, en laissant le banquier décider de qu'est-ce qui est viable dans un projet gouvernemental et qu'est-ce qui ne l'est pas, on s'assure que les États vont pas tous nous jouer l'Argentine ou nous rejouer l'Allemagne des années 20, etc., etc. Donc là, malheureusement, le dividende citoyen, il ne verra certainement pas le jour de mon vivant. Derrière ça, le Bitcoin, là je change un petit peu de sujet, vous savez qu'il existe aujourd'hui une quarantaine d'autres monnaies alternatives, alors que l'on peut miner, pour ceux qui savent un petit peu ce que ça implique comme capacité de calcul. C'est même consommateur d'énergie. Créer un bitcoin consomme beaucoup d'énergie, il faut beaucoup d'ordinateurs en réseau. Mais pour toute autre monnaie virtuelle qui part sur les mêmes bases, on est là aussi sur quelque chose qui n'est pas accessible, évidemment. Tout le monde ne peut pas créer son bitcoin. Mais heureusement, dans mon entourage, j'ai Olivier ou mon voisin, on a tous heureusement des gens dans notre entourage. Et moi, j'ai proposé qu'on se réunisse autour d'un verre pour créer un wine coin qui lui sera quand même relié à quelque chose de concret, c'est-à-dire des grands crus. Je pense que ça sauvera en plus de ça, on va dire, nos vignerons européens. Même les Allemands font du vin, ils pourront pas être contre. Je vois pas Angela Merkel venir se dresser en disant Arlein, pas de MES. Non, là on se mettra tous d'accord, on regardera où a eu lieu la meilleure récolte et notre bitcoin, notre wine coin sera adossé aux meilleurs crus du Bordelais, des Côtes-du-Rhône, de la Weinstraße, des grandes exploitations à l'est de Madrid, la Lombardie, etc. Donc un winecoin me paraît aujourd'hui une bonne alternative. En plus de ça, un winecoin qui serait évidemment convertible en barrique ou en magnum. Je vous laisse imaginer. Donc si ce projet vous intéresse, venez vers moi, venez vers Olivier. On va y réfléchir. Et la dernière avant le séparateur. Mais très très jolie. Moi, je voulais m'éloigner du risque de disparition des ressources et des problèmes effectivement qu'on va avoir dans 30 à 50 ans pour revenir à l'agenda de la soirée qui était de savoir quelles sont les grandes étapes qu'on a devant nous en 2014. Alors on a bien compris qu'aujourd'hui la situation elle tient grâce à deux choses. D'une part le quantitative easing en fait qui permet de continuer à quand même à insuffler du cash dans l'économie virtuelle, à maintenir une certaine valeur des actifs immatériels, et à côté d'une cocotte minute sociale dont on arrive encore à contenir le couvercle. Et ma question est, je dirais, ces deux éléments-là sont les seuls éléments qui permettent la stabilité de la situation qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez comme grandes étapes en 2014 qu'il faudra bien surveiller et qui peuvent qui peuvent présenter des risques de se transformer en détonateur pour l'un des deux éléments? C'est la dernière. Est-ce que je sais pas, allez-y, Norman.
Oui, la prochaine échéance, de toute façon, ça va arriver très vite, donc au mois de janvier. C'est la décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Si elle décide tout simplement que la Banque centrale européenne n'a pas le droit d'émettre de la monnaie, ce qui correspond au statut de la Banque centrale européenne, on va vers une crise monétaire de première importance. Ce qui veut dire, par exemple, que les obligations italiennes et espagnoles risquent de s'effondrer. C'est ça le grand problème. Non seulement, et derrière elles, toutes les autres obligations européennes. C'est ça le problème. Et si par hasard, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe déclare demain que la Banque centrale peut émettre de la monnaie, à ce moment-là, on va rentrer dans un autre système monétaire. Parce que normalement, la Banque centrale européenne n'a pas le droit. Elle a le droit d'accorder ses droits selon l'article 16 des statuts de la Banque centrale européenne et l'article 105A du traité de Maastricht. Donc le problème est on attend précisément cette réponse qui va arriver très très vite puisque le gouvernement allemand vient d'être constitué. Et d'après la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, cette décision devait arriver et va arriver tout de suite après. Et on parle précisément de janvier. Quelle date pour janvier, on ne le sait pas encore. Des idées? C'est une dernière question, il faut prévenir. Une dernière. Une toute dernière? Ok. T'en prends une toute dernière. Il y a monsieur là-bas. Voilà. Oui, c'est une question de profane. Moi, j'ai pas de programme à vendre, mais je viens de lire 2 livres qui sont contradictoires. Un qui est Retour à l'étalon or de monsieur Antal Fekete, donc je pense que vous savez ce que c'est. Et puis un autre qui, au contraire, critique totalement l'étalon or de Francis Delézy, qui fait une description assez dithyrambique d'un régime donc, que je ne nommerai pas, mais enfin, qui aurait, paraît-il, rétabli l'économie allemande. Donc, moi, je suis profane. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Bon, vous savez, le professeur Fekete, je l'ai reçu. C'est moi qui ai organisé sa conférence ici. Moi, je suis sceptique sur un retour, disons là encore, à froid ou concerté dans une logique d'étalon. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il existait, il n'y a pas très longtemps, au sud de la Méditerranée, un homme très très fantasque qui un jour avait parlé du dinar or. Ben, il a eu des problèmes. Il s'appelait Muammar Kadhafi. Il a eu de gros problèmes. Ensuite, pour avoir professionnellement côtoyé un petit peu les Chinois et beaucoup plus les Russes, la question des étalons chez eux est tout sauf tranchée. Donc, et ça ne se fera pas sans eux. Ça ne se fera pas sans les grands émergents. Même si là aujourd'hui, ils payent, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ils payent en partie la crise de l'euro. Ce sont des pays qui sont, Olivier Delamarche l'a très bien dit, qui sont à la remorque de la croissance occidentale, et le fait dans l'Union européenne, qui est un espace de consommation, de faire des plans d'austérité, est en train eux aussi de les mettre dans la nasse, en plus de gros problèmes internes, ce qui est le cas de l'Inde, ce qui est le cas de la Chine, ce qui est en partie le cas de la Russie. Donc, premièrement, ensuite la querelle de l'étalon or. Le problème, c'est peut-être pas l'étalon en soi, c'est la logique de l'étalon. C'est-à-dire qu'à un moment, en situation d'exception, il faut accepter d'être souple avec la logique d'étalon. Nous avons eu le plan Laval et le plan Churchill, grande idée. Le plan Laval a préparé, au nom de l'idéologie du bloc or, plus qu'au nom du bloc or lui-même, notre défaite en 40, merci. Et le plan Churchill, l'industrie britannique ne s'en est jamais relevée. Donc, si vous voulez, le problème, c'est d'avoir d'abord une stratégie économique, de savoir à peu près où on veut aller. Ensuite, les étalons sont un moyen, il y a beaucoup d'autres moyens. Pardon. Allez-y. Je vais après. Allez-y. Tu veux que je le passe? Si on passe à une autre. Non, j'avais une petite inspiration. Ouais. Allons-y. Ouais. Alors moi, les livres, il en existe, on va dire, il y a tous les éventails, du pro à l'anti. Ce qui m'amuse beaucoup,
c'est par exemple que M. Greenspan, dans les années 70, s'était fait connaître des hautes sphères, à Washington, à la Fed, par ses écrits absolument remarquables, où il faisait l'apologie d'un système des talons or. M. Greenspan. Hein. Bon. Il semblerait qu'ensuite, il ait basculé de l'autre côté. Il avait commencé par le premier livre que vous avez évoqué, et il a basculé vers le second. Il y a aujourd'hui un personnage que je juge que peut-être le plus influent de la planète, peut-être plus influent avec monsieur Xi Jinping en Chine, qui est monsieur Lloyd Blankfein, PDG de Goldman Sachs, dont le carnet d'adresses est à mon avis aujourd'hui quelque chose d'absolument unique sur cette planète. Monsieur Lloyd Blankfein a commencé aussi comme trader or. Oui, il a commencé sa carrière comme trader or, avant de devenir le principal fabricant de produits dérivés totalement virtuels, adossés à du vent, adossés à des emprunteurs insolvables. Il est parti de l'or et il en est arrivé à vendre ce qui est de l'escroquerie pure quelque part quand même. C'est quand même extraordinaire de voir deux éminents personnages qui, au sortir de l'université ou au sortir, parce que M. Blankfein a quand même fait Harvard, M. Greenspan avait fait également Harvard, enfin ils sont tous un petit peu sortis du même moule, ils ont un savoir universitaire, ils savent intuitivement, ils savent même au niveau de leur éthique personnelle ce qui serait quelque chose d'honnête comme conception de la monnaie. Et puis un jour, quand l'argent commence à rentrer, à tomber dans leur poche, à raison de 50 millions de dollars par an pour M. Blankfein, d'un seul coup, les grands principes, les belles théories, elles se dissolvent, semble-t-il, dans l'océan de liquidités. Voilà, donc c'est une simple observation que je fais. Là encore, j'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui est mieux, les talons or ou pas? Je n'en sais rien. Mais simplement, je tenais à vous rappeler que les deux personnes qui ont aujourd'hui le plus d'influence ou qui ont eu le plus d'influence sur l'histoire économique des 30 dernières années, c'était au départ, deux turiféraires. Étymologiquement, ça se tient, de l'or. Donc voilà, j'ai l'impression que selon qu'on est d'un côté de la barrière ou de l'autre, on a l'impression que les avis changent aussi avec sa propre situation d'influence dans le monde. T'as loupé une étape, Monsieur Blankfein, après s'est pris pour Dieu. C'est pour ça qu'il a eu une petite dérive. Non, il y a là-dessus, je vais pas non plus vous apporter de réponse sur le fait qu'il faut un étalon or ou pas un étalon or. Il faut surtout maîtriser l'émission de monnaie relativement à l'augmentation des échanges. La monnaie, c'est quoi? C'est quelque chose qui, au départ, facilite des échanges, mais des échanges réels. Or, aujourd'hui, vous avez quoi? Vous avez, si vous regardez des courbes, vous avez l'émission de monnaie qui est parfaitement corrélée à l'augmentation de l'échange des marchandises, du commerce mondial, pendant des années et des années. Et puis, tout d'un coup, on a les échanges mondiaux qui se dirigent plutôt vers le bas en ce moment, puisqu'on a des crises économiques un peu partout, et on a une émission de monnaie qui n'a plus rien à voir, qui se situe 15%, 20% au-dessus. Donc quand vous émettez de la monnaie qui n'a plus aucun support et aucune liaison avec quoi que ce soit comme échange, eh ben vous arrivez à un certain moment à créer des billets de Monopoly. Donc, et qui dit billet de Monopoly dit un jour on risque quand même fort de vous les refuser. Donc voilà, mais après, quel système faut-il inventer pour éviter que des autorités économiques ou des politiques aillent à la facilité, parce que c'est la facilité de créer des billets. D'accord ? Ça règle tous les maux, c'est l'arme absolue. Aujourd'hui, donc pour éviter ça, est-ce qu'il faut revenir à un étalon or? Est-ce qu'il faut que ce soit un panier de quelque chose? Est-ce qu'il faut que ce soit... On n'en sait rien. C'est peut-être tout ça à la fois.
Mais en tout cas, il faudra à un moment ou à un autre qu'on revienne les pieds sur terre et qu'on empêche des gens de faire n'importe quoi et surtout d'émettre à tour de bras quelque chose qui n'a plus rien à voir avec aucune réalité. Voilà. Souvenez-vous, revenez, il faut revenir aux bases. On a commencé par le troc, ensuite on a trouvé que mettre de la monnaie au milieu, c'était pas idiot parce que ça facilitait les échanges, mais ça facilitait les échanges, pas autre chose. Donc revenons aux bases. Pour conclure, Norman. Oui, écoutez, en ce qui concerne les problèmes de l'étalon or, il ne faut pas oublier qu'il faut faire la différence entre l'étalon or tel qu'on l'a conçu à la fin du 19e, c'est l'étalon or anglais, après donc 1873, qui va s'imposer au niveau international, et donc qui devait garantir non seulement la quantité de monnaie circulant au niveau de chaque nation, mais en même temps donc les échanges sur le marché international. Ça ne pouvait pas marcher, et c'est ça qui va donner les célèbres crises économiques dont parle Marx. Pourquoi ? Parce qu'on a dépassé le bimétallisme, ça veut dire donc qu'on a retiré une partie de la base monétaire de la circulation à l'époque à partir de 1821 avec l'Angleterre et à partir de 1873 au niveau international. Maintenant, le problème est de savoir, bien entendu, on ne peut pas retourner au système de l'étalon or anglais, c'est impossible. L'or ne peut pas garantir à la fois les échanges sur le marché international et la quantité de monnaie en circulation dans les différents pays. Par contre, si on institue l'étalon or international, comme le pensait justement Karl Polanyi, c'est-à-dire de l'étalon or international, à ce niveau-là, il ne faut pas oublier qu'actuellement, donc les réserves or monétaires du point de vue des banques centrales seraient de l'ordre de 30 000 tonnes actuellement, et la production annuelle est de 2700 tonnes actuellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin de quelque chose comme 2% de production de l'or. Donc, par conséquent, la quantité d'or monétaire pourrait augmenter facilement. Donc, on n'a pas besoin, si vous voulez, de chercher une autre monnaie. L'or lui-même peut jouer ce rôle, simplement qu'il ne peut pas jouer les deux rôles. Sinon, il faudrait revenir à la rigueur au bimétallisme. Parce qu'on ne peut pas donc faire à la fois, utiliser l'or à la fois pour l'émission monétaire, pour garantir les monnaies, et de l'autre côté pour garantir les échanges au niveau international. Mais ce qui va se passer, de toute façon, il y a un processus dans lequel nous sommes qui est absolument inéluctable, c'est que s'il y a effondrement des bons du trésor sur le marché international, que ce soit par exemple des États-Unis ou par exemple de l'espace de la monnaie unique, il est évident qu'il va y avoir quelque chose d'absolument terrible qui va se passer sur le marché international. Et à partir de ce moment-là, aucun pays excédentaire va accepter du papier-monnaie et donc des obligations, n'acceptera autre chose que de l'or. Ça va s'imposer nécessairement à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que le processus de remonétisation de l'or est en train de se produire, était en train de se produire surtout à un moment donné. C'est ça que la Réserve fédérale a cassé et qu'elle a réussi à casser pendant un moment. Simplement savoir combien ça va durer, combien va durer donc ces privilèges exorbitants des États-Unis, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, ça n'avait pas duré longtemps. Parce que de toute façon, il y a ces problèmes. Actuellement, il y a des pays, il ne faut pas oublier qu'actuellement les pays émergents contrôlent les 80% des réserves en obligations du monde, en réserve de dollars essentiellement. Ça veut dire que si demain ça s'effondre, ces pays-là vont se trouver du jour au lendemain sans rien. Un pays, par exemple, comme le Brésil, détient actuellement 354 milliards de dollars en réserve et ils n'ont que 64 tonnes d'or. Le Canada n'a que 2 tonnes, 4. Pourquoi ? Parce qu'il préfère avoir des dollars. C'est-à-dire donc soutenir les dollars des États-Unis. Et c'est ça le grand problème, c'est qu'actuellement la Chine participe à ça. Donc le grand problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir une sorte d'abandon des obligations américaines, donc des bons du trésor. À un moment ou à un autre, ça va se produire. C'était en train de se produire. La Réserve fédérale vient de l'arrêter avec le quantitativisme, et de l'autre côté, donc avec les faits qu'ils sont achetés du papier or et qu'ils sont balancés tout d'un coup en 2013. C'est ça qui est. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont émis de la monnaie pour acheter ces quantités de ETF, c'est-à-dire du papier garanti or.
Donc, par conséquent, les États-Unis se trouvent actuellement dans une situation particulièrement privilégiée. Ils ont réussi à dominer ces systèmes, mais le dollar était en train de s'effondrer, mais ça ne va pas durer longtemps. Donc, le retour à l'or est quelque chose qui devra se produire inéluctablement. Et pas les automatismes du marché. C'est ça qui me semble. Mais l'étalon or international, c'est ça qu'il faudrait penser. Parce que de toute façon, à partir d'un certain moment, s'il y a une crise du marché obligataire, les pays excédentaires ne vont plus accepter du papier. C'est ça le grand problème. Et c'est ça qui devra se produire. Et c'est quelque chose qui devra arriver très rapidement. Parce que si demain, par exemple, la Cour constitutionnelle Karlsruhe, dont je viens de parler, décide simplement donne son avis en disant la Banque centrale européenne n'a pas le droit de mettre la monnaie internationale, de la monnaie, à partir de ce moment-là, on va assister à une crise du marché obligataire européen qui va être quelque chose d'impressionnant. Surtout, ça va toucher tout d'abord l'Italie et l'Espagne. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, les 10 ans italiens est à 103 au-dessus de sa valeur nominale. Ça fait un an qu'ils sont au-dessus de la valeur nominale. L'Espagne est la même chose. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu cette célèbre promesse de Draghi en disant la banque centrale va acheter à l'infini, etc. Ce qui n'est pas possible du point de vue des statuts de cette banque. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Merci vraiment nos invités pour leur temps. J'espère que ça vous a plu. Mon équipe vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année quand même. Hein. Vous ne serez pas pigeonnés dans les 2 semaines.